on va essayer d'aborder le contexte dans lequel naît un mouvement national en Algérie. Je crois qu'il faut commencer par mentionner pour mémoire les ébranlements de l'ensemble de la société avec l'intrusion coloniale. D'abord, il y a une destruction de l'État turc ottoman. Cette destruction s'accompagne d'une autre destruction, celle de l'État d'Abdelkader qui a été, avec Ahmed Bey dans le Constantinois, le principal acteur du regroupement des Algériens et de la résistance. Alors, indépendamment de ça, va suivre la destruction du tissu social. La destruction du tissu social est consécutif d'abord à ce qu'on a appelé la pacification militaire, c'est-à-dire la conquête, la réorganisation administrative et judiciaire. Ensuite, toujours dans cette période, l'installation d'un peuplement européen par dépossession massive des Algériens. Ce sont tous ces phénomènes qui expliquent les difficultés de la reconstitution d'un mouvement national et la difficulté au sein de ce mouvement national d'avoir une organisation qu'on pourrait dire hégémonique par rapport à l'ensemble, comme cela s'est passé par exemple en Tunisie ou au Maroc. Ce qui est fondamental, donc, c'est l'absence d'une tradition nationale, d'une tradition politique incorporée dans les institutions précoloniales. Et cette situation a une conséquence qui va peser lourdement sur la dynamique de la société, la dynamique politique. C'est la fonction identitaire de la religion. Et cela est d'autant plus important que la question de l'égalité des populations vivant sur le sol algérien n'a pas pu prendre racine. D'une manière générale, on considère que dans le mouvement national, et là tout le monde est d'accord, il y a trois grands courants. Il y a le courant qu'on a appelé du réformisme laïque, ce qui n'est pas aussi évident qu'on le dit, en ce sens que la sécularisation porte sur les institutions coloniales. Elle ne porte pas, par exemple, sur la vie intime des Algériens. La sécularisation touche essentiellement l'espace politique colonial. Donc, il y a ce réformisme qui a été incarné essentiellement à partir des années 20, d'abord par ce qu'on a appelé la Fédération des élus musulmans, dont le leader était
le docteur Mohamed Salah Ben Jelloul, qui est avec son second par moment, Farhat Abbas. Je ne me suis pas étendu sur les premiers mouvements. Je ne les ai même presque pas évoqués la formation de ce qu'on a appelé les jeunes Algériens, c'est-à-dire une série de les nouvelles élites, les élites éclairées, parmi lesquelles on peut citer l'émir Khaled, le petit-fils d'Abdelkader, qui a été un leader reconnu pendant toute une période et qui a été l'auteur d'une lettre au président Wilson demandant l'autodétermination des Algériens. Le deuxième courant, c'est le courant du réformisme musulman, c'est-à-dire le courant incarné par les oulémas et l'association des oulémas. Et ce courant, c'est le courant du nationalisme culturel. On a l'histoire actuellement ne lui a pas donné l'importance qu'il a revêtue pour la société et pour les Algériens. Elle insiste essentiellement sur l'entrée en scène du nationalisme populaire, du populisme qu'on appelle aussi islamo-nationaliste. Ce courant est né en France, dans l'émigration, mais ce n'est qu'à partir des années 36 qu'il va être connu en Algérie au point de prendre, en 1937, de gagner les élections qu'il y a à Alger et qu'il y a eu l'élection d'abord de Messali, ensuite d'un Tramino, Douar. C'est vraiment l'entrée de ce qu'on appelle le peuple alors en politique. Il faut faire attention au sens des mots. Le mot populisme est polysémique, il a plusieurs sens. Le populisme algérien ne doit pas être confondu avec le populisme russe. Le populisme russe était considéré à l'époque comme partie intégrante d'un mouvement ouvrier international en formation. Le populisme algérien, lui, est né de la rupture avec le PCF. Il avait certes des dirigeants qui venaient du monde ouvrier, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui n'avaient rien à voir avec le mouvement ouvrier. L'étoile nord-africaine n'acceptait pas la lutte des classes et sa direction était de type interclassiste dès le départ. Le populisme va petit à petit gagner la société, mais c'est surtout au cours de la Seconde Guerre mondiale qu'il va connaître une certaine notoriété, en ce sens que les élites, avec Farhat Abbas qui avait accepté en 1936 le programme Bloom-Violette, c'est-à-dire l'intégration d'un certain nombre d'intellectuels ou
d'élite dite éclairée au jeu politique comme citoyen français. C'était un projet qui n'a pas connu de lendemain sous la pression de la colonisation. En définitive, il y a aussi le courant communiste, mais ce courant n'était pas encore un courant bien enraciné dans la population musulmane. Ce n'est que plus tard qu'il connaîtra un certain enracinement. Donc, quand on observe l'espace politique, on peut dire qu'il y a cet espace est assez éclaté. Il y a d'abord l'espace du politique qui est dans la filiation historique arabe et musulmane, et puis le nouvel espace créé par la colonisation. Un espace public qui commence à apparaître dans les années 30. Ce qui nous donne une société avec des structures antagonistes. L'une procède vraiment du passé, et c'est l'essentiel de la société algérienne. L'autre se situe dans le présent et s'interroge sur son avenir. On considère cela comme le début de ce deuxième espace, le début de la modernisation algérienne, mais c'est une modernisation qu'on peut considérer comme une modernisation bâtarde, parce que la ville n'est pas homogène, comme on peut le penser. Elle est, d'une part, en voie de reconstitution. La ville est en voie de reconstitution. Et le monde rural pèse lourdement sur la constitution, la reconstitution de la cité urbaine. Ce qui, c'est dans les années 30 que va se poser sérieusement la question identitaire. Et dans la définition de cette identité, ce sont essentiellement les oulémas qui sont intervenus les premiers. En définition, la communauté algérienne comme une nation arabo-musulmane avec deux éléments constituants. D'abord la langue arabe, ensuite l'islam. Cette définition n'était pas acceptée par toute la société. Il y avait des polarisations qui commençaient à se dessiner, polarisations qui s'appuient sur le passé berbère de l'Algérie, avec quelques intellectuels, mais qui n'a pas encore une emprise sur les sociétés berbères. Elle se manifeste essentiellement en Kabylie et en Kabylie dans la Grande Kabylie. Il faut, à mon sens, pour définir l'Algérie, reprendre la formulation qu'on a donnée le manifeste du peuple algérien, conclu dont les termes ont été négociés entre PPA, amis de Farhat Abbas et ouléma.
la formulation retenue était Algérie musulmane arabo-berbère. D'une manière générale, chez les nouvelles élites, ce qui prévaut, c'est l'idéologie républicaine française. Mais avec une réserve sur la question du statut personnel, le statut personnel musulman. Ces élites s'appuyaient, mais sans trop réfléchir, à l'idée démocratique, et quand elles voulaient l'autonomie, c'était une autonomie qui mettait toujours au centre de ses préoccupations le collectif et pas l'individu, le groupe collectif et pas l'individu. Le populisme, quand il apparaît, va apporter au nationalisme la rhétorique du radicalisme. Mais en même temps que ce radicalisme, il y a un rejet de la lutte des classes, un rejet très manifeste de la lutte des classes. Ce qui fait que, de ce point de vue, elle n'est pas très éloignée des autres courants de la société. L'idée de la lutte des classes n'est appuyée que sur les communistes qui étaient organisés dans un parti multi-ethnique. On ne peut pas parler de nationalisme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs courants. Il y a le courant culturel, du nationalisme culturel. Il y a le courant d'un nationalisme républicain, mais qui reste attaché à l'idée d'un statut personnel musulman. Et puis, il y a le nationalisme de type populiste qu'on a caractérisé aussi comme islamo-nationaliste. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ce nationalisme, le principe d'universalité n'apparaît pas d'une manière massive chez les républicains, les partisans de l'idée républicaine. Il se passe un peu ce qui s'est passé avec le nationalisme allemand ou le nationalisme des slavophiles. C'est-à-dire qu'ils prônent un retour aux valeurs et en considérant leurs principes comme supérieurs à ceux de l'Occident. Et cette question, évidemment, va se traduire par la recherche du renforcement des solidarités ethniques, mais aussi une attitude assez laxiste dans le rejet du système patriarcal. La famille est considérée comme la base de la société et la famille reste engluée dans le système patriarcal. Donc, on peut considérer que, comme le disent certains, mais sont bien expliqués, il y a quasiment deux sociétés
mais des sociétés qui ont entre elles des attaches déterminées essentiellement par le rejet du système colonial. Voilà, c'est le contexte général. Si. Là, c'est un contexte général qui va en fait jusqu'à l'aube de 54, enfin de l'après-guerre, ou enfin contexte. Quand l'Algérie entre dans l'opposition frontale armée contre le système colonial, le nationalisme se présente dans cette... D'autant plus que l'instruction en français a été extrêmement faible et la fonction identitaire de l'islam a posé beaucoup de problèmes au mouvement national. Il y a eu d'abord donc la prise de position des oulémas. Ensuite, cette prise de position a été rejetée en 1939 par les communistes. Malheureusement, ils avaient pensé la question algérienne sans mettre en cause radicalement le phénomène colonial. Et il y avait une volonté d'éviter, une volonté très ferme, d'éviter le heurt des communautarismes. Cela s'est passé par exemple lorsqu'il y a eu la question du sionisme et de la création d'Israël. Les communistes se sont séparés d'une manière très nette de tous les courants nationalistes parce qu'ils ne voulaient pas que l'Algérie soit engagée les Algériens soient engagés dans cette bataille. En ce sens qu'il y avait en Algérie une communauté juive et que si on prenait position sur ces questions, on risquait d'arriver à des contradictions politiques qui empêcheraient la cohésion de l'ensemble. Le dualisme dont tu parles avant 1954 a-t-il été sensiblement transformé en 62, 65, 70 ou bien est-il resté à peu près? Il est resté à peu près. Ce qui s'est passé à l'indépendance, c'est que toutes les tendances qui existaient pendant la colonisation, ce dualisme est apparu beaucoup plus clairement. Il est apparu beaucoup plus clairement parce que, avant même n'importe quelle disposition dans la construction de l'État, ce qui a été tranché, c'est la question de la nationalité. Et la nationalité a été bâtie sur le principe musulman. Et pour être musulman, pour être algérien, il fallait être d'ascendance musulmane. D'ailleurs, elle s'est posée essentiellement, mais sans avoir été débattue largement, lorsque le législateur s'est aperçu qu'il y avait une petite minorité juive qui n'avait pas de nationalité française. C'est les Juifs du Sahara. Ceux-là n'étaient pas touchés par la loi de 1870. Décret Crémieux. C'est le décret Crémieux. Ils n'étaient pas touchés par ça. Donc, cette dynamique impliquait
par la notion d'Algérie arabo-musulmane, c'était à continuer à sévir de plus belle. Et il y a une question qui a été soulevée, c'est que même le problème de la préservation d'une société patriarcale est apparu à propos de la question des femmes dans la nouvelle société. Parce que la question des femmes, de l'émancipation des femmes, qu'on considère traditionnellement comme une des conditions d'une révolution démocratique, s'est posée en Algérie à partir du moment où le statut de l'Algérie a prévu l'émancipation des femmes. Mais dans ce statut de l'Algérie, toutes les questions qui étaient d'essence démocratique, la suppression des communes mixtes, pour les mettre au même niveau que les communes de plein exercice, c'est-à-dire les communes où il y avait la population européenne. La question de la reconnaissance de la langue arabe comme langue du pays avec les conséquences qui doivent en découler, parce que beaucoup de gens ignorent que cette langue, en 1939, a été considérée légalement comme une langue étrangère au pays. Et la troisième question, c'était celle des femmes. Et c'est là qu'apparaît l'ambiguïté des partisans de l'idéal républicain. Il n'y a que le Parti communiste qui a mené campagne pour l'émancipation des femmes. Tous les autres mouvements, y compris celui de Abbès, n'a pas engagé de véritable bataille sur cette question. Et on peut le comprendre d'une certaine manière parce qu'il était lié par une alliance avec les oulémas. Donc, il ne pouvait pas s'engager dans cette bataille. Et l'alliance, elle reposait sur quoi? On dit souvent que c'était une alliance entre bourgeois. L'idée bourgeoise n'était pas très, très enracinée dans tout le mouvement des oulémas. Une bonne partie de leur base sociale était exactement celle qu'avait le mouvement populiste. Toutefois, ce qui les unissait, c'était le barrage à la vague plébéienne. C'était ça, c'est la base de leur unité. C'est le barrage à la vague plébéienne, qui s'est affermi avec beaucoup de force. D'abord lors des élections municipales de 1947, où quasiment le populisme a gagné toutes les grandes villes, et avec plus de force lors des élections à l'Assemblée algérienne prévues et mises en place par le statut de l'Algérie. Pour voir la période d'après 62, donc comment ces trois courants, ces trois nationalismes, concrètement se situent, on peut les repérer de manière ouverte ou sous-jacente au moment au congrès de Tripoli et ce qui est apparu pendant la guerre de libération, c'est que dans le congrès de la Souma, il y avait reconnaissance de
d'une nationalité algérienne pour les Européens qui reconnaissaient la nation algérienne, le principe d'une nation algérienne. Mais cette reconnaissance, elle était contestée par toute une frange de la population qui insistait sur le fait que dans ce programme, les principes, l'idée des principes islamiques qu'il y avait dans la déclaration du 1er novembre n'apparaissait pas. Ça, c'était le courant bembéliste et qui était aussi rejoint par les oulémas, c'est-à-dire il y a eu une recomposition au cours de la guerre autour de la question religieuse. Et cela pour plusieurs raisons. Parce que, en fait, ce qui a été évité pendant longtemps, la reconnaissance du fait que la question nationale algérienne était aussi une question religieuse. On n'en débattait pas comme question religieuse. La question religieuse comme question religieuse n'était pas débattue par l'ensemble du mouvement national. Elle est mise en avant par les oulémas, mais elle n'était pas, si vous voulez, la préoccupation des autres. Alors, ce qui apparaît quand la société entre en mouvement, c'est le fait que dans la politique sur le terrain, on s'appuie plus sur l'islam que sur le nationalisme au sens moderne du terme. D'autant plus que implicitement, un certain nombre de principes de la communauté en état de guerre étaient propagés dans la société quand on s'adressait aux gens, qu'on les obligeait de participer physiquement en donnant leurs enfants, de participer matériellement. C'est une obligation de la communauté musulmane en état de guerre. Donc, c'était une situation, tous les problèmes évités, qu'on a évités, ressurgissaient d'eux-mêmes à chaque instant, qu'on ne voulait pas aborder franchement. Et déjà, dans les années 49, au sein du PPA, il y a eu ce qu'on a appelé la crise berbériste. C'était la remise en cause de ce que les nationalistes arabo-islamiques appelaient les constantes, c'est-à-dire la langue arabe, la suprématie de la langue arabe pour tout le monde et la reconnaissance du phénomène musulman. Sur les deux questions de l'islam comme base de la nationalité et sur le patriarcat, il n'y a pas vraiment de différence entre les berbéristes et les arabophones. Si, les berbéristes, ils prônent la laïcité. Parce que en 1949, pour eux, la nationalité, elle était fondée sur le principe républicain et laïque. Et même chez les berbéristes en 1949, il y avait reconnaissance de la nationalité pour les Juifs. Ils estimaient que les Juifs étaient des Algériens d'une confession différente, sans plus.
alors que sur l'intégration de l'ensemble de la population européenne, ils étaient très réservés, hein, et même on laissait entendre que c'était une cinquième colonne possible pour l'adversaire colonial. Donc en fait, la suite était écrite. Absolument. Et il y avait si on met de côté les berbéristes dans le FLN, est-ce qu'il y avait le courant laïque mais, existait, alors peut-être pas de manière structurée, mais est-ce qu'il existait sous d'individus, ou alors c'était effectivement le débat était était sous le boisseau, quoi. À partir de la guerre, on n'a discuté que d'une chose, gagner la guerre contre la colonisation. C'est entre les factions que cette question s'est posée d'une manière indirecte. C'est lorsque le programme de la Soumam avait exclu en fait de la direction Bembella, Boudia, Frider, etc. À ce moment-là, ils ont riposté en posant la question des fondements de la communauté politique. Et pour eux, la communauté politique, c'était une communauté arabo-musulmane avec les constantes dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir la langue arabe et la religion musulmane. Les berbéristes en 1949, c'était des intellectuels laïcs, mais qui reconnaissaient la suprématie de la langue arabe. Ce qu'ils posaient comme problème, c'est la reconnaissance d'une culture berbère, c'est la reconnaissance de la langue berbère. Mais ils ne contestaient pas la suprématie de la langue arabe. Au contraire, dans le texte qu'ils ont présenté, signé d'un pseudonyme Idir al-Watani, ils recommandaient, comment dirais-je, ils insistaient sur l'importance de la langue arabe comme langue nationale. Peut-on dire que quasiment tout le monde est patriarcal et pour le patriarcat? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. En réalité, s'il y avait une interprétation à donner, c'est une élite, les élites, elles avaient conscience de ce problème, mais elles n'avaient pas la base sociale qui lui permettait de le résoudre à son profit immédiatement. Ce qui fait que ils ont passé leur temps à l'éviter jusqu'au jour où il y a eu ce code, cet odieux code de la famille, et que disons, les tendances islamistes sont appuyées sur ce code pour lancer la bataille pour la révision de l'ensemble des fondements de la société. Mais on sait que, certes, l'émancipation des femmes est une condition de la démocratie, mais c'est aussi une condition du développement. Sans aucun doute, c'est lié. Donc, d'une certaine façon, ça faisait obstacle au développement de s'opposer tout à fait à l'émancipation des femmes. Absolument, absolument. Enfin, pour un esprit sain, c'est une évidence. La manifestation des femmes, le jour des femmes de mars 63, c'est ça? Non, de mars 65, c'est pour ça que je ne suivais pas. En fait, disons que lors de la libération, il y a eu un mouvement de femmes assez sérieux, mais il n'a pas été
sérieusement appuyé par en haut. Ça a été un feu de paille. Même dans le comité central du FLN ou dans la commission de préparation du congrès, il n'y avait qu'une femme. Et encore, je me souviens, dès qu'elle commençait à parler, c'était le chahut, c'était les rires, c'était vraiment tourné chose en dérision. Disons que ce soit dans la commission de préparation du congrès du FLN ou dans l'assemblée, la première assemblée après la constituante, les femmes, la question des femmes n'était pas au centre de la réflexion. Après la libération, il y a eu un élan. Par exemple, il y a eu une quinzaine de femmes. L'assemblée qui est venue après, ce n'était plus le cas. Donc, quand je parlais des illusions des élites, c'était une méconnaissance du pays, une méconnaissance des obstacles pour parvenir à faire émerger un citoyen algérien. Et pour faire émerger un citoyen algérien, il fallait prendre la question religieuse au sérieux et essayer d'organiser les forces séculières en conséquence. Or, en privilégiant simplement l'idée de la lutte contre la colonisation, on a préparé le terrain non pas au déplacement des blocages, mais à leur permanence. C'est une question fondamentale qui se posait au début, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de gens qui estimaient que l'état de conscience de ce peuple ne pouvait pas aller vers permettre une mobilisation dans la clarté. Donc, on est resté dans le vague beaucoup plus pour entraîner les gens. Ce qui a prévalu, c'était non pas la clarification des fondements de la communauté politique, mais le principe de l'accumulation des forces pour la lutte contre la colonisation. Et évidemment, ce principe de l'accumulation des forces a donné ce qu'on a vu après, parce que les gens qu'on voulait entraîner comme ça dans, comment dirais-je, d'une manière un peu cynique, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et jusqu'à présent, c'est le même problème. Ceux qui se sont appuyés sur l'armée pour avoir la laïcité, ils ont été roulés parce que l'armée a compris que l'état de conscience et de cristallisation des forces sur les principes religieux était tel que c'était une guerre civile comme celle de l'Afghanistan. Si. Une idée qui est profondément, à mon avis, enracinée chez les élites, c'est le principe de tutelle sur le peuple. C'est cette idée-là qui a fait qu'ils n'ont pas pris les choses à bras le corps dès le départ. Ils avaient le peuple sous tutelle et ils iraient vers l'idéal qu'ils voulaient petit à petit, en essayant de mener ce peuple
là où eux avaient envie qu'il aille. La question qu'on se pose, c'est quelle société on veut. Et à partir de ce principe-là, les forces peuvent se définir et lutter. Tandis que là, on a une approche qui a introduit la confusion et qui a débouché sur des guerres civiles répétées. Moi, je crois que le vrai problème, c'est celui des organisations qui viennent se présenter à un peuple. C'est vrai que le patriarcat était très enraciné. C'est vrai que la colonisation n'a pas transformé la société. Le vrai problème, c'est que cette société qui était venue pour civiliser, elle a introduit le capitalisme sans transformer en réalité la société, ce qui fait qu'on a des rapports sociaux à contre-temps tout le temps, au fur et à mesure qu'on avance. D'ailleurs, ce que j'ai entendu plus d'une fois, une fois j'ai entendu quelqu'un qui est partisan de la libération des femmes, vraiment, dans la réunion qu'on tenait, il a dit la question des femmes, il ne faut pas la poser, on n'avancera pas. C'est-à-dire qu'il croit qu'il peut faire avancer la société en lui mettant le problème de côté et en le traitant le jour où il croit que les gens seront mûrs pour l'accepter. Et si on prend Ben Bella, hein, quand tu dis dès la Soumane, parce que lui, est-ce que c'était le même projet de société? Ah, mais c'est clair. Pour moi, pour Ben Bella, c'est clair. Par exemple, si dans la commission de préparation du congrès après, en 1900, du congrès de 64, si on a repris les éléments sur la culture, etc., qui étaient dans le programme de Tripoli, c'est pas parce qu'on ne voulait pas aller plus loin, c'est parce qu'on était nécessairement battu, parce que Ben Bella, il a fallu se battre contre lui pour mettre ce qu'il y avait dans le domaine culturel, dans le programme de Tripoli. C'est d'ailleurs une des choses qui ont fait que dans ma discussion avant des décrets de marche, etc., sur l'autogestion, je ne croyais pas que cet homme signerait ce décret. Mais en réalité, c'est parce que dans sa tête, il y a une séparation nette entre les différents aspects de la société, le social, le religieux. Pour lui, le religieux, s'il était premier, il n'y avait pas de doute. Même dans la politique à l'égard de l'Afrique, il estimait qu'il fallait islamiser les populations. Allez. Que c'était ça la révolution. Absolument. Pour l'Afrique, il fallait s'appuyer sur les musulmans, c'est clair. Mais en fait, c'est Nasser qui faisait contrepoids. Nasser n'était pas... Nasser, c'était la démarche orientale qui est dans la ligne du kémalisme. Mais il n'avait pas aussi la conjoncture et l'audace de Mustafa Kemal. Boumedienne et l'armée, quels étaient les deux mouvements? L'armée, ça dépend. Les DAF, d'une manière globale, à part deux ou trois individus, ils sont entièrement laïcs. Et Boumedienne? Boumedienne, c'est un peu nassérien dans l'approche. Un peu nassérien dans l'approche.
Parce qu'en 65, les oulémas sont les premiers à soutenir le coup d'État. Les premiers qui déclarent qu'ils soutiennent le coup d'État, c'est les oulémas. Oui, oui. C'était prévisible, ils ont pris une grosse part du gâteau. Bon, c'est-à-dire que je suis d'accord avec Galisso pour parler beaucoup plus de guerre de libération que de révolution. Parce que même dans la dynamique révolutionnaire, il y a déjà un bon morceau de contre-révolution qui était là. Exactement. Une lutte de libération arabo-islamique. Voilà, absolument. Parmi les réflexions qu'on faisait, les discussions qu'on avait comme ça dans des petits cercles, on a dit que le crime du colonialisme, hein, c'était d'avoir créé une situation, hein, où les contradictions se nouent sans qu'on puisse les dénouer. Et je dirais même qu'ils se sont appuyés sur la partie conservatrice de la société. Parce qu'il y avait deux mouvements. Moi, je ne suis pas d'accord de ceux qui considèrent les gens des confréries religieuses comme des traîtres. Les gens des confréries religieuses sont allés dans la direction de l'accommodement pour préserver la religion. Et une religion plus archaïque encore que celle des oulémas. Mais dans la bagarre contre les islamistes, c'est ça la difficulté qu'on a avec les éradicateurs. Ils croient qu'on peut, ils croyaient que l'armée, hein, allait faire la société moderne qu'ils désiraient. L'armée, elle voulait le pouvoir, garder le pouvoir. Et à n'importe quel prix. À n'importe quel prix. Jamais la religion n'a pris autant de surface dans la discussion publique et dans la manière de réagir des gens qu'aujourd'hui. Autrement dit, c'est usé pour un moment. Oui, c'est bloqué pour une part, un moment. C'est surtout pas avec... Parce que, en fait, la position traditionnelle qui consiste à dire qu'il faut faire aller en direction d'une transformation des structures sociales et de l'économie en même temps que la lutte des idées contre l'ancien monde, c'est la bonne attitude. Je n'en vois pas d'autre.